Pour étudier les montages à Ali en régime linéaire, on va systématiquement se placer dans le cadre du modèle de l'Ali idéal de gain infini. Donc, ce qui signifie, si on reprend la caractéristique statique qu'on avait présentée dans la première vidéo, que la pente du régime linéaire va être considérée comme une verticale. Ce qui signifie que si on est en régime linéaire, c'est-à-dire s'il y a une rétroaction négative sur le montage, alors eh bien, epsilon sera égal à 0. Tension différentielle sera nulle, et donc tant que la tension de sortie reste inférieure en valeur absolue à la tension de saturation. Donc, systématiquement, on se place dans ce cadre-là. Alors, quels sont les montages qu'on va étudier? On va commencer par le suiveur, ensuite on présentera les amplificateurs non inverseurs et inverseurs, et ensuite l'intégrateur et le dérivateur. On commence par le suiveur, donc c'est un montage très simple qui donc a une rétroaction négative, donc avec un simple fil qui relie la sortie avec l'entrée inverseuse. Et comme dans tout montage à Ali, si on veut l'étudier, on doit se poser la question de son régime de fonctionnement. Donc on va tenir compte ici du fait qu'il y a une rétroaction négative, donc on sera en régime linéaire, ce qui signifiera que la tension différentielle va être nulle. On peut donc calculer la fonction de transfert, donc par définition, elle est égale à S sur E, et si on suit la tension de sortie, on voit que, en suivant le fil, qu'elle est aussi égale à la tension de l'entrée inverseuse, et parce que la tension différentielle epsilon est nulle, c'est aussi la tension de l'entrée non inverseuse V+. Ce qui signifie que S égale E, donc la fonction de transfert est simplement égale à 1. Si on passe en temporel, on va avoir S qui va être égal à tout instant à E, ce qui correspond à ce qu'on appelle un suiveur. D'accord, c'est ça qui explique le nom du montage. La tension S suit à tout instant la tension E de t. Quand on voit ça, on peut se demander l'intérêt d'un tel montage, et en fait, on va s'en rendre compte de son utilité en présentant donc quelques problèmes qu'on peut rencontrer expérimentalement avec des montages caractéristiques. Donc le premier d'entre eux, c'est un montage avec un générateur. Donc un générateur réel qui est modélisé par un générateur de Thevenin, c'est-à-dire en série, enfin un générateur idéal en série avec une résistance interne petite r, et donc on considère le tout connecté avec une résistance de charge RC. Donc si on s'intéresse sur ce montage-là, sans suiveur, à la tension aux bornes de la charge UC, eh bien par un pont diviseur de tension, on a cette formule qui apparaît, et on peut constater que cette tension aux bornes de la charge n'est pas égale à la tension E. On va avoir une différence, donc la tension imposée sera différente de celle qu'on pourrait vouloir imposer, et cet écart sera d'autant plus marqué que la résistance de charge sera faible. On a un problème ici potentiel dans le cas où la résistance de charge n'est pas négligeable devant la résistance interne. Donc si jamais c'est possible, on choisit de grandes résistances de charge pour limiter cet effet, mais parfois on ne pourra pas. Et donc il faudra proposer une solution. L'une d'elles, c'est un montage suiveur à Ali. Donc vous le voyez sur le montage ici. Si on s'intéresse maintenant avec suiveur à la tension UC, donc on suit le fil, on voit que UC c'est la tension V-, mais toujours en GM linéaire, UC sera aussi égal à la tension de l'entrée non inverseuse, V+, et donc par la loi d'activité des tensions, on voit l'expression de UC qui fait intervenir notamment le courant d'entrée I+. Mais ici, on va utiliser le fait que pour un Ali, la résistance d'entrée est très, très importante, donc pour un Ali idéal, cette résistance peut même être considérée comme étant infinie, ce qui signifie que le courant d'entrée est nul, et donc que la tension UC va se simplifier et va tout simplement être égale à E. Et ça, quelle que soit finalement la résistance de charge. Même si la résistance de charge est faible, on aura toujours une tension à ces bornes qui sera égale à la tension E qu'on pourrait vouloir imposer. Alors, on peut prendre un peu de recul et expliquer ici un terme qui reviendra très souvent, qu'on appelle le terme d'adaptation d'impédance. Et en fait, le problème vient du courant. Quand on regarde le schéma de gauche, le problème venait du courant qui était demandé, d'un fort courant demandé au générateur, et parce que la résistance interne était là, eh bien, il y avait une chute de tension aux bornes du générateur. Eh bien, si on regarde le montage à Ali, en fait, le courant va être demandé à l'Ali, et dans le cas de l'Ali idéal, enfin la résistance est très faible, dans le cas de l'Ali idéal, la résistance de sortie pourra être considérée comme étant nulle. Et donc on se retrouve dans la situation où la résistance de sortie du montage en amont, donc en l'occurrence ici la résistance de sortie du suiveur, va être très faible
devant la résistance du circuit en aval, en l'occurrence ici la résistance de charge. C'est ce qu'on appelle une adaptation d'impédance. Deuxième cas pratique d'utilisation avec un filtre passif. Donc là, par exemple, on prend une cellule RC et on s'intéresse à sa fonction de transfert. Donc si on la calcule avec un pont diviseur de tension, on a cette expression, on multiplie numérateur et dénominateur par JC oméga, ce qui nous permet donc de reconnaître un filtre passe-bas du premier ordre qu'on met sous la forme canonique en faisant ressortir les caractéristiques gain statique et pulsation de coupure. Alors, que se passe-t-il maintenant si on utilise le même montage mais connecté à une charge, modélisé par une résistance de charge ici? Alors, pour le voir, on va calculer la fonction de transfert, donc S sur E comme précédemment, et donc pour calculer cette fonction de transfert, on peut remarquer qu'on a une impédance équivalente avec la kappa et la charge en parallèle, et donc appliquer un pont diviseur de tension ici. Alors, astuce de calcul ici, vous voyez que Zx est une expression va être une expression relativement complexe, et donc on a intérêt à manipuler l'équation pour ne la faire apparaître plus qu'une seule fois, ce qu'on va réussir à faire en divisant numérateur et dénominateur par Zx. Donc on obtient la formule qui est ici. Et on a à un moment 1 sur Zx en bas à droite qui apparaît, et l'inverse donc de l'impédance, c'est ce qu'on appelle l'admittance, Yec. Et ici, c'est intéressant de la faire intervenir parce que pour deux dipôles en parallèle, l'admittance va être égale à la somme des admittances des deux dipôles. Donc on obtient l'expression qui apparaît ici. On va mettre la fonction de transfert sous forme canonique, donc pour ça on développe le dénominateur de la fonction de transfert. On regroupe les termes qui ne sont pas en j oméga au dénominateur, et ce qui nous permet de faire apparaître donc une fonction de transfert, toujours d'un filtre passe-bas du premier ordre, donc la nature du circuit n'a pas changé, mais en revanche les caractéristiques ont été modifiées. Alors, peu importe le détail, ce qui importe de voir ici, c'est que la fonction de transfert n'est pas égale à la fonction de transfert du filtre à vide. Et cet écart sera d'autant plus marqué que RC ne pourra pas être négligé devant la résistance R du filtre RC. Donc on se retrouve avec le même problème que précédemment. En fait, la cause, c'est qu'il y a trop de courant qui est pompé au filtre et ça modifie la fonction de transfert. Donc soit on utilise une résistance de charge très grande, et si on ne peut pas la changer, il faut trouver une autre solution. Ce qu'on propose, c'est un suiveur à Ali qui est monté et décrit sur le montage qui apparaît à l'écran. Donc si on s'intéresse à la fonction de transfert du nouveau montage S sur E, donc on peut suivre la tension S, on voit qu'elle a été égale à tension moins, on est toujours en régime linéaire, donc elle est égale à tension V+, et donc on se retrouve avec tout simplement V+, sur epsilon. Comme précédemment, on peut considérer du fait de la très grande résistance d'entrée de la Li que le courant I+, va être nul, et donc on va obtenir finalement V+, sur E, grâce à un pont diviseur de tension comme précédemment, et retomber sur la fonction de transfert du système à vide. Donc on a réalisé l'adaptation d'impédance. Comme précédemment, le courant ne va pas être fourni par le circuit initial, RC, mais par la Li. Et donc là aussi, une résistance de sortie de la Li très faible devant la résistance de charge. Et donc, même pour une résistance de charge faible, étant donné que dans le cadre de la Li idéale, la résistance de sortie de la Li est considérée comme étant nulle. Alors on passe au deuxième montage, qui est un montage amplificateur non inverseur. Donc comme pour tout montage, on se pose la question du régime de fonctionnement de la Li. Donc on constate qu'il y a une rétroaction négative, c'est donc un montage qui fonctionne en régime linéaire, epsilon sera égal à 0. Donc pour déterminer la fonction de transfert, on utilisera ici soit deux calculs différents, soit on utilisera le pont diviseur de tension, soit la loi des nœuds en termes de potentiel. Et je vous invite à toujours essayer de commencer par le pont diviseur de tension, c'est ce qui vous donnera le résultat le plus simplement possible. Alors ici, on peut constater, du fait de l'entrée I-, du courant de l'entrée I- qui est nul toujours pour les mêmes raisons, résistance d'entrée infinie de là-haut, eh bien on peut constater que la formule du pont diviseur de tension va donner directement un lien entre S et E. Donc on l'applique, et on manipule l'équation pour isoler, pour exprimer H bar, pour exprimer le rapport S sur E, et donc on a la fonction de transfert ici. On peut passer en mode temporel, et de manière évidente, on a S de t qui va être lié à E de t, donc en choisissant R1 et R2, on peut amplifier
convenablement, on peut amplifier le signal E de t. On peut remarquer qu'il n'y a pas de signe moins dans l'expression, S et E seront en phase, et donc on parle ici d'amplificateur non inverseur. Et petite astuce, en fait, on peut s'en rendre compte dès le début, dès la lecture du schéma à gauche, et en constatant que la tension d'entrée petit e est connectée à l'entrée non inverseuse. Et ça, c'est caractéristique d'un montage non inverseur. Alors on passe à l'intégrateur inverseur, et en lien avec la remarque qui vient d'être faite, on peut noter que la tension E, ici, est connectée, donc via une résistance, est connectée à l'entrée inverseuse, ce qui va conduire, on va le voir, à un montage inverseur. Alors, donc je passe sur le régime de fonctionnement, on est en régime linéaire ici, et on va pouvoir, donc du fait de la rétroaction négative, on va pouvoir calculer la fonction de transfert. Alors cette fois-ci, si on essayait un pont diviseur de tension, en fait, on trouverait une équation un peu plus compliquée qu'il faudrait manipuler. Pourquoi? Parce que la tension aux bornes de l'ensemble des deux résistances, en fait, est égale à la différence S moins E. Donc ça donnerait une équation compliquée qu'il faudrait manipuler. On a plus intérêt à utiliser une autre loi qui nous donnera le résultat plus rapidement. Donc cette loi, c'est la loi des nœuds en termes de potentiel qu'on va appliquer en A. Donc je rappelle, c'est la somme des courants entrants égale la somme des courants sortants, mais je vous invite vraiment à toujours utiliser la même chose de façon à gagner des automatismes. Vous mettez la somme des courants entrants systématiquement est égale à 0. Donc on ne représente pas le courant I- qui est nul ici. Et on va exprimer donc chacun de ces courants par la loi d'Ohm, et donc ça correspond à une expression en termes de potentiel. Donc les flèches apparaissent sur l'écran, donc on peut faire apparaître S et E, et en remplaçant I1 et I2 par leur expression, on arrive à trouver cette relation entre E et S, on la manipule pour exprimer S sur E, la fonction de transfert, et on trouve le résultat moins R2 sur R1. Donc si on passe en temporel, on va avoir S de t qui va être à un coefficient près opposé à E de t, ce qui correspond à des signaux en opposition de phase, et caractéristique donc d'un montage inverseur, comme on l'avait dit initialement. On passe au montage intégrateur, donc je passe, voilà, on a une rétroaction négative, on va pouvoir calculer la fonction de transfert. Donc là, comme précédemment, le pont diviseur de tension donnerait une formule un peu trop complexe, on passe avec la loi des nœuds en termes de potentiel, appliquée en A, on obtient cette équation-ci, on isole S sur E et on a la fonction de transfert du montage. On passe en temporel pour avoir explicitement S de t, donc je passe j oméga à gauche, et je rappelle, on remplace pour passer en temporel j oméga par des dérivées temporelles, et on a cette équation différentielle ici. Donc pour la résoudre, on va l'intégrer, et je propose de multiplier les deux membres de l'équation par dt, et on obtient l'expression de ds, la variation pendant un temps dt, variation de s pendant un temps dt. Donc on intègre, donc à gauche par rapport à s, à droite par rapport à la variable t. Donc les bornes sont différentes, c'est entre t égale 0 et l'instant t, mais les bornes doivent correspondre, c'est-à-dire à t égale 0, on associe la tension de sortie à cet instant-là, à l'instant 0, et même chose pour l'instant t. Donc la résolution nous donne S de t en fonction donc, de l'intégrale du signal E de t, montage intégrateur. Le montage dérivateur, c'est exactement la même chose. Pour déterminer, donc on est en régime linéaire, pour déterminer la fonction de transfert, on applique la loi des nœuds en termes de potentiel en A, on obtient cette équation, on isole S sur E pour avoir la fonction de transfert. On passe en temporel, très simplement, S est égal donc à moins RC dE sur dt. J'ai oublié de le dire, mais comme pour l'intégrateur dans l'écran précédent et le dérivateur ici, on peut constater que l'entrée est reliée à l'entrée moins, ce qui explique la présence d'un signe moins. On a un intégrateur et un dérivateur inverseur à chaque fois. Alors, en résumé, on peut donc rappeler que tous ces montages ont été étudiés dans le cadre du modèle de gain infini, modèle idéal pardon, de gain infini, et qu'on a constaté à chaque fois qu'il y avait une rétroaction négative, ce qui signifiait qu'il y avait un régime linéaire, et donc que epsilon était égal à 0. Alors les montages étudiés, donc on a commencé par le suiveur, un suiveur de tension, S de t à tout instant était égal à E de t, et on a vu que l'intérêt, c'était de permettre de faire des adaptations d'impédance, c'est-à-dire
finalement de permettre au montage en aval eh bien, de pomper, de demander un courant à la lie et non pas au montage en amont, ce qui aurait modifié ses caractéristiques. Ensuite, l'amplificateur non inverseur et inverseur. Donc pour le calcul, on utilise soit le pont diviseur de tension, on essaye d'abord ça. Si ça ne fonctionne pas ou si ça donne une équation trop compliquée, on passe à la loi des nœuds en termes de potentiel de façon à avoir la fonction de transfert h bar. Et ensuite, pour l'intégrateur et le dérivateur, c'est la même chose. On utilise donc cette même règle de calcul pour avoir h bar, mais là, il faudra aller plus loin pour exprimer donc la sortie en fonction de l'entrée et rendre compte, illustrer vraiment quelles sont les fonctions, quelle est la fonction, si c'est une fonction intégratrice ou dérivatrice du montage. Voilà. Donc il nous restera donc dans la prochaine vidéo à étudier les montages à Ali en régime saturé.